Eh bien, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire donc, sur les tiers-lieux. Je suis Floriane Desilles, chargée de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire pour la Crèce Bretagne. Ce webinaire aura lieu donc jusqu'à 11 heures. Il a été co-construit en partenariat avec le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale et le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire que vous connaissez peut-être. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui ont chacun un thème différent. Là, nous sommes donc sur le thème des tiers-lieux, espace de structuration de la vie économique, sociale et citoyenne d'un territoire. Il s'attache donc plus particulièrement à appréhender le rôle de la collectivité, des collectivités dans le soutien aux tiers-lieux qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Vous retrouverez les supports qui vont vous être présentés aujourd'hui. Vous les retrouverez donc dans quelques semaines directement sur Internet, et puis je vous ferai un mail dédié pour que vous puissiez du coup avoir les PowerPoint qui vous seront présentés. Le replay sera également disponible sur notre chaîne YouTube, mais voilà, vous recevrez ça très bientôt avec toutes les informations. Pour l'ordre du jour donc, de ce webinaire, on va avoir Bretagne Tiers-Lieux qui sera présent à nos côtés pour nous présenter un petit peu les fondamentaux sur les tiers-lieux. Arnaud et Brieux seront là, mais on va faire un petit tour après des intervenants. Ensuite, on aura du coup 2 personnes qui vont nous présenter concrètement comment le tiers-lieu qu'ils animent s'est construit sur leur territoire, avec donc Gildas de Bistrolab qui ne devrait pas trop tarder à se connecter et Akira pour la Maison de Glace. Donc bienvenue également à nos intervenants. Brieux, je vais te laisser peut-être te présenter et puis en profiter pour présenter la Crèce si tu veux bien. Oui, merci Floriane, bonjour à toutes et tous. Du coup, Brieux, je suis chargé d'animation territoriale à la Crèce, donc je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre-là, je participe à la création, à la structuration et au développement de Bretagne Tiers-Lieux, le réseau breton de tiers-lieux. Et c'est au titre de cette double casquette que j'interviens aujourd'hui. La Chambre régionale de l'ESS, c'est une association qui regroupe, qui fédère l'ensemble des acteurs et des filières de l'ESS à l'échelle régionale. Elle est reconnue par la loi de 2014. Il faut savoir que les Crèces sont présentes sur toutes les régions de la France. En Bretagne, c'est près de 110 structures de réseaux de l'ESS, d'organisations régionales qui adhèrent à la Crèce. C'est à peu près une vingtaine de salariés autour des missions de promotion, d'observation, de soutien au développement des structures de l'ESS en Bretagne et de structuration aussi de filières. La Crèce, elle a aussi une mission de soutien au développement de l'ESS. Elle travaille notamment à la structuration de l'écosystème de développement de l'ESS autour notamment des pôles de l'économie sociale et solidaire qui sont présents sur tous les territoires bretons. Il y en a 19, c'est des associations qui fédèrent les acteurs de l'ESS à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie. Ce sont eux les interlocuteurs de proximité sur l'ESS. En plus des pôles, il existe des dispositifs qui sont là pour accompagner l'entrepreneuriat sur les territoires. C'est ce qu'on appelle les tags. Ils sont présents à l'échelle des départements. Et eux, ils accompagnent particulièrement les porteurs de projets en économie sociale et solidaire, les personnes qui souhaitent créer une entreprise de l'économie sociale et solidaire, notamment par un incubateur. Et ils accompagnent aussi les territoires, donc soit les collectivités, soit les communes, qui ont repéré des besoins sur leur territoire pour imaginer des entreprises de l'ESS qui puissent répondre à ces besoins-là. La Crèce, on a fait le choix de travailler sur les tiers-lieux parce que ça faisait longtemps qu'on était sollicité par des tiers-lieux associatifs ou coopératifs sur les territoires pour un peu animer cette démarche-là. Et lorsque ces tiers-lieux-là ont décidé de s'organiser pour créer un réseau breton de tiers-lieux, on a fait le choix d'y investir du temps et d'accompagner cette démarche et cette structuration. Donc, depuis l'an dernier, la Crèce est membre fondateur de Bretagne Tiers-Lieux avec d'autres. Mais pour ça, je vais laisser Arnaud, l'un des cofondateurs de Bretagne Tiers-Lieux et aujourd'hui le coordinateur de Bretagne Tiers-Lieux, se présenter et présenter un peu l'association. Oui, bonjour à tous. Je ne vois que Brieux, mais je ne me vois pas, mais je pense que c'est parti. Donc oui, les Bretagne Tiers-Lieux, donc c'est une association de préfiguration qui a été créée en
en février 2021. Donc effectivement, avec à la fois des réseaux comme la Chambre régionale de l'ESS, soit précisément, comme le présentait Brieux, et quelques autres, et aussi des tiers-lieux qui peuvent être de différentes natures, mais en l'occurrence, à l'époque, c'était quelques coworking, l'Hôtel Pasteur à Rennes et quelques autres. Et l'idée de ce réseau, c'est de se dire que dans un contexte où il y a une politique publique sur les tiers-lieux qui se met en place, d'une part, on y reviendra tout à l'heure, et d'autre part, un engouement citoyen et des porteurs de projets pour développer ce type de projet, que ça faisait sens de développer un réseau pour fédérer les acteurs. Et ça rejoint un peu la feuille de route ou la manière de fonctionner du réseau. Aujourd'hui, je disais, on a créé cette association de préfiguration il y a 1 an. On a élargi une sorte de collectif informel autour de 40 acteurs, à la fois des têtes de réseau intermédiaires, donc, dont la Chambre de l'économie sociale et solidaire, dont Réseauville, que vous connaissez peut-être, puisque ça fédère les collectivités qui comptent des quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville, dont aussi des réseaux sectoriels qui fédéraient déjà des tiers-lieux, comme par exemple le collectif Hybride qui fédère des lieux artistiques et culturels, et puis des fabriques de territoire et des tiers-lieux. Les fabriques de territoire, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, le rôle de Bretagne Tiers-lieux, ça s'articule autour de 4 champs d'action thématiques. En gros, on a un premier axe autour de l'animation, la mise en réseau, l'outillage des tiers-lieux, tout simplement parce que pour faire réseau, il faut se connaître. Et c'est un peu le premier enjeu de créer une communauté d'interconnaissance et d'entraide entre tiers-lieux pour s'outiller, s'entraider sur des problématiques communes qui sont rencontrées, sur les questions de modèle économique, sur les questions de gouvernance, sur les questions d'animation de collectif ou de relations aux collectivités. Donc ça, c'est un premier axe. On a un deuxième enjeu qui est important, qui est autour du plaidoyer. Donc c'est un peu l'enjeu de notre participation aujourd'hui, par exemple. Donc là, c'est d'une part l'enjeu de la sensibilisation des acteurs publics, ou la création d'une communauté des acteurs publics en faveur des tiers-lieux, ce qui se pratique déjà au niveau national. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, on y reviendra, mais on travaille beaucoup. On prévoit de travailler beaucoup pour être en lien avec les élus locaux, notamment en lien avec la CRES aujourd'hui ou Rudel. Et puis, plus concrètement, c'est structurer aussi une politique publique en direction des tiers-lieux. Il en existe une, en tout cas plus ou moins au niveau national aujourd'hui. Et donc, notre enjeu, c'est d'en structurer une au niveau régional notamment. Et puis, on a un troisième axe autour de la formation et de l'accompagnement par et pour les tiers-lieux. Et donc là, c'est tout l'enjeu, d'une part, de structurer la filière, c'est-à-dire pour les professionnels en poste, les facilitateurs qui travaillent dans ces lieux, qui sont sur des métiers assez hybrides, comme leur lieu, et donc qui ont besoin d'être accompagnés, outillés pour faire face aux sujets qui sont les leurs dans ce cadre-là. Et puis, l'accompagnement des porteurs de projets qui se lancent dans ces projets et qui ont besoin d'être accompagnés eux aussi pour monter leur projet. Voilà. Et puis, bien évidemment, on a un enjeu d'ancrage, parce qu'on est une jeune association d'1 an, donc un enjeu d'ancrage, de gouvernance contributive pour fédérer des lieux, intégrer ces lieux dans notre gouvernance et être présent, ou en tout cas avoir une visibilité la plus précise localement des dynamiques de tiers-lieux et du lien aux acteurs. Et pour ça, on s'appuie précisément aussi beaucoup sur les tiers-lieux dans les territoires et sur les pôles ESS qui est présenté Brieux à l'instant. Voilà, pour une présentation rapide de Bretagne Tiers-lieux. Brieux, je te laisse enchaîner, c'est ça? Oui. Je continue pour vous présenter. L'idée, c'est qu'on parte un peu de ce que sont les tiers-lieux en théorie, comment est-ce que ça s'est construit, d'où ça vient un peu ces thématiques, ce sujet-là. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le concret à la fin avec la présentation de Gildas et d'Akira sur des tiers-lieux concrets, concrètement comment ça se passe. Donc là, je vais commencer par faire une petite présentation de d'où vient le concept de tiers-lieu. C'est un concept qui apparaît historiquement dans les travaux de Raoul Dunbourg, qui est un sociologue urbaniste qui, à la fin des années 80, va écrire un bouquin qui s'appelle The Great Good Place. Et comme sociologue urbaniste, il est américain, il analyse la société américaine et remarque qu'avec notamment l'avènement de la voiture, les espaces de sociabilité disparaissent et qu'on a de plus en plus de mal à connaître ses voisins. Il s'intéresse notamment à ces espaces, ces troisièmes lieux, ce qu'il appelle les troisièmes lieux entre la maison et le travail, qui permettent de maintenir des espaces de sociabilité. Pour lui, c'est des espaces de rencontres, d'échanges, qui participent notamment à la vie démocratique, à l'engagement des personnes, à la vie de la cité. Et pour lui, il y a plusieurs éléments qui permettent de caractériser ces lieux. C'est des lieux où les services sont gratuits ou quasi gratuits, qui sont faciles d'accès, qui sont conviviaux, où le statut social n'est pas jugé, n'est pas établi. Et ce qui, concrètement, pour lui, ça peut être des bibliothèques, des malls, ces grands centres commerciaux
ou des Starbucks. Enfin, c'est pas tout à fait ce qu'aujourd'hui on appelle un tiers-lieu, mais c'en est les prémices. Et le concept, il va réapparaître à partir de de la fin des années 2000 en France, notamment avec l'émergence de lieux importants où vont se croiser des activités, différents usages économiques, culturels ou sociaux. C'est des tiers-lieux comme les grands voisins à Paris, Darwin à Bordeaux. Enfin, tous ces lieux-là vont faire émerger le concept de tiers-lieu en France. Alors, déjà, du coup, concrètement, c'est quoi un tiers-lieu? Qu'est-ce qui fait tiers-lieu? Déjà, un tiers-lieu, c'est avant tout un processus, c'est avant tout une démarche. On ne définit pas un tiers-lieu parce qu'il est, mais parce qu'on en fait. Il y a autant de tiers-lieux, en fait, qu'il en existe. C'est donc plutôt un faisceau d'indices qui va nous amener à dire qu'on est un tiers-lieu. La première chose, c'est le collectif. Déjà, le collectif qui se traduit autour d'une dimension économique, mais pas que. C'est un espace ancré qui est ouvert sur un territoire et ses habitants. Et c'est aussi un espace où on fait ensemble, où une communauté se crée pour expérimenter. On imagine, on teste, c'est la dimension d'expérimentation. C'est le lieu du faire, souple, agile, et c'est aussi un lieu d'hybridation. Des activités, mais à Bretagne Tiers-Lieu, on a tendance à dire que c'est pas seulement les activités, c'est surtout un espace d'hybridation des usages du lieu et des savoirs. Les savoirs, la connaissance se croisent, se partagent, et du coup, ça se traduit par cette hybridation se traduit par une diversité des modèles économiques. Et du coup, il y a quasiment autant de modèles économiques qu'il existe de tiers-lieux. C'est aussi des lieux qui, quand on y va, on voit de la convivialité. Les gens ont envie de faire ensemble. Cet aspect de communauté qui se crée, où il y a une volonté d'ouverture sur la cité, sur les habitants, etc. Et ce que j'évoquais tout à l'heure dans les travaux de Reldenburg avec le fait que le statut social n'y soit pas jugé, c'est toujours aujourd'hui le cas dans les tiers-lieux qu'on remarque encore aujourd'hui. Et puis la dernière dimension, dernière dans la liste, mais pas la moins importante, c'est la participation. C'est des lieux où les usagers et les parties prenantes sont invités à participer, à construire et à faire évoluer le lieu dans le temps. Chacun est entendu, les idées de chacun est entendu à parts égales. Il n'y a pas une personne qui a plus de poids dans l'évolution du lieu qu'un autre. Et à ce titre-là, il y a un lien très important entre les tiers-lieux et l'économie sociale et solidaire, et ce qui fonde politiquement aussi l'économie sociale et solidaire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de raccrocher les deux dans le cadre de ce webinaire-là. Parce qu'un tiers-lieu, c'est un projet qui est pensé, qui est porté et qui est géré collectivement. Et avec le faisceau d'indices que j'évoquais juste avant, en fait, on se rend compte que la grande majorité des tiers-lieux, c'est pas toujours le cas, hein, je pense notamment à Maud qui est présente au webinaire et qui a participé à la création et qui participe encore à la création de Bretagne Tiers-Lieux. Mais ce qu'on remarque, c'est que la grande majorité des tiers-lieux aujourd'hui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire parce que c'est des tiers-lieux qui sont portés par des associations, des entreprises collectives. Mais du coup, comme je l'évoquais avec Maud, il existe des tiers-lieux qui sont portés par des collectivités et ou des acteurs privés. Mais ils restent quand même marginaux dans cette galaxie de tiers-lieux. Mais du coup, je vais laisser Arnaud présenter un peu le panorama et la typologie des tiers-lieux en France, parce qu'il en existe une multitude, mais on arrive quand même à identifier des catégories. Oui, merci. Donc effectivement, on le disait, les tiers-lieux sont un mouvement qui ont des origines plusieurs décennies, mais qui sont popularisés en France seulement depuis une dizaine d'années, finalement, même si finalement les prémices de l'éducation populaire, par exemple, en France, sont des choses dans lesquelles beaucoup de tiers-lieux peuvent se reconnaître. Pourtant, depuis que les tiers-lieux sont observés en tant que tels, eh bien, on recense aujourd'hui, à l'aune d'un rapport en 2021 qu'on avait contribué à diffuser d'ailleurs avec la CRES et les Bretagne Tiers-Lieux, on en recense 2500 au niveau national. C'est un peu plus que le dernier recensement en 2018. Et donc, au vu de la dynamique qu'on a observée ces dernières années et qu'on observe encore au vu des porteurs de projets qui nous sollicitent, on considère que France Tiers-Lieux, en tout cas, considère que ce chiffre devrait passer à 3500 cette année. Non, s'il vous plaît. Merci. Voilà pour la dynamique globale. En termes de type d'activité, on l'a dit, dans les tiers-lieux, au regard de cette notion d'hybridation d'activité, on peut trouver une grande diversité d'activités dans les tiers-lieux. On peut trouver des activités de coworking,
que l'on retrouve effectivement très souvent dans les tiers-lieux, mais pour autant, 90% des tiers-lieux font autre chose que du coworking. Donc, on trouve aussi des activités autour des ateliers de fabrication ou d'inclusion numérique. On trouve évidemment des tiers-lieux, des activités autour de l'animation culturelle. On trouve des ateliers artisanaux partagés, des tiers-lieux nourriciers au sens de production alimentaire ou distribution alimentaire sur les territoires, de cuisine partagée, voilà, des expérimentations sociales, des tiers-lieux qui sont portés par des collectifs de jeunes. Bref, on trouve une grande diversité de lieux. Et donc, si effectivement la dimension coworking est très souvent présente pour une part dans ces tiers-lieux, pour autant, encore une fois, la grande majorité des tiers-lieux font autre chose, donc d'autres activités à côté de cette activité de coworking. Ça, c'est un élément important, puisque effectivement, comment dirais-je, la confusion, voilà, je trouve mon mot, est régulière. D'autre part, effectivement, Brieux a cité les tiers-lieux qui ont peut-être popularisé la notion en France, les Grands Voisins, la Belle de Mai à Marseille, etc. Pour autant, dans ce qu'on observe aujourd'hui, la majorité des tiers-lieux se situent à présent hors des métropoles. Et là aussi, au vu de la dynamique qu'on voit, les choses sont très largement équilibrées, voire même se développent notamment sur des villes moyennes ou des territoires ruraux, sans doute en lien avec la dynamique qui existe au niveau public aussi sur Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. On voit clairement un lien entre centralité, tiers-lieux qui émerge très beaucoup, et notamment dans les territoires hors métropole. Donc ça, c'est un élément important. Et puis enfin, voilà, il y a de plus en plus de gens effectivement qui travaillent, qui viennent réaliser des projets ou qui viennent participer à des activités culturelles en tiers-lieux, ce qui montre que effectivement cette notion n'est pas encore complètement acquise ou appropriée par le grand public. Pour autant, le phénomène tiers-lieu devient un phénomène de société et sans doute est appelé à se développer encore un peu par la suite. Voilà pour la notion tiers-lieu général. En Bretagne, dans tout ça, nous, à Bretagne tiers-lieu, en tout cas pour la cartographie qu'on a recensée, ou plutôt qu'on a assemblée à partir des données qui étaient à disposition, on en identifie 180 aujourd'hui, chiffre probablement un chiffre à prendre avec des pincettes, puisque ce recensement a déjà plus d'1 an, et deux, il y a aussi, au regard des notions qu'on a citées, que Brieux évoquait tout à l'heure, il y a aussi un grand nombre de tiers-lieux qui s'ignorent ou qui ne s'en revendiquent pas encore, ou pas nécessairement, parce qu'effectivement, cette notion n'est pas encore facilement appropriable par tous. Donc voilà, donc il y a aussi des tiers-lieux qui ne sont pas cartographiés, alors même que au regard du faisceau d'indices qu'on a cité, ils pourraient tout à fait se reconnaître dans cette communauté-là. Donc, ce sera aussi un enjeu de la communauté tiers-lieu bretonne que de réussir à élargir, à accueillir toutes celles et ceux qui de fait, font vivre cette communauté et qui ont des choses à apporter et à construire dans cet ensemble. On compte 19 fabriques de territoire et 3 manufactures de proximité. Vous en avez là un panorama, mais je vais revenir justement sur la slide d'après sur le sens le rôle de ces acteurs-là. Les fabriques de territoire, en fait, c'était le premier avatar de la politique publique d'État, de l'État sur les tiers-lieux. Et donc, il y en a 300 qui ont été labellisés au niveau national entre 2019 et 2021. Et leur rôle, c'est à la fois des tiers-lieux, mais aussi des tiers-lieux qui ont une vocation à être lieux ressources pour d'autres tiers-lieux, d'autres porteurs de projets sur le territoire. Et donc, effectivement, aujourd'hui, en Bretagne, 19 ont été labellisés, dont Maison Glace, et Akira nous présentera le lieu tout à l'heure. Donc voilà, donc ce sont des lieux qui, du coup, de fait, participent à cette communauté d'acteurs et au début d'une communauté professionnelle sur le territoire, en l'occurrence sur la Bretagne. Et puis, en plus de cette politique-là, l'État a accéléré un petit peu la donne à la rentrée dernière, en 2021. Le Premier ministre a annoncé un plan de 130 millions d'euros pour les tiers-lieux, donc qui structurait du coup une deuxième étape de la politique publique nationale sur les tiers-lieux. Et ça s'articule autour de plusieurs mesures. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais au moins sur quelques-unes. D'une part, la création de 100 manufactures de proximité qui sont des tiers-lieux dédiés à la production, à l'artisanat. Et donc, effectivement, 3 ont d'ores et déjà été labellisés en Bretagne. Les ateliers Jean Moulin, à Plouhinec, Madienco, à Hennebont autour de l'alimentation, et comme un établi à Rennes qui est autour de l'artisanat partagé. Un deuxième axe, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui travaillent dans l'insertion, la formation. Et bien effectivement, un deuxième axe qui est en cours de discussion aujourd'hui, c'est le développement de la formation professionnelle dans les tiers-lieux. Et donc là, l'idée, c'est comment les tiers-lieux deviennent des espaces apprenants, pour leur territoire. Donc à la fois en accueillant des formations d'organismes de formation qui existent déjà dans les tiers-lieux, voilà, pour les acculturer à ces espaces et pour aussi influer l'offre de formation classique.
et puis d'autre part en eux-mêmes étant porteurs d'une offre de formation complémentaire à celle des OF classiques à partir des savoirs qui se développent et qui existent dans ces lieux-là, et qui contribueraient aussi d'ailleurs au développement ou à la diversification de leur modèle économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en discussion entre l'État, la région et en Bretagne, en tout cas entre la région et nous-mêmes, le réseau, pour une mise en place d'ici la fin d'année. Et puis voilà, développement des missions de service civique, des missions France Service et le soutien au réseau de tiers-lieux qui a été acté en fin d'année dernière. Voilà. Sur les typologies de lieux, ça a été évoqué par Brieux, mais effectivement, grosso modo, on a 3 cas de figure sur les portages de tiers-lieux. Effectivement, on a des projets qui sont, qui est le cas un peu ultra majoritaire, en fait, à 70 ou 80% dans ce cas-là, qui sont des projets impulsés par la collectivité, puis dont la gestion est confiée à une autre structure. Il me semble que les lieux qui vont témoigner tout à l'heure sont dans ce cas de figure. Et donc là, le rôle de la collectivité, c'est l'acquisition financière, c'est l'enquête sur les besoins, et c'est éventuellement, ça peut être cette forme-là ou une autre, la mise à disposition, par exemple, sous la forme d'un AMI. On a un deuxième cas de figure qui sont des projets soutenus par la collectivité, mais qui sont à l'initiative d'autres de porteurs de projets. Et donc là, la collectivité va être sollicitée par ces porteurs pour développer un tiers-lieu et qui sont à la recherche d'un espace pour développer ces activités-là. Et donc, on va revenir. Un AMI, pardon, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Et donc, du coup, l'idée, c'est que la collectivité qui a identifié ce lieu et qui comment dire, envisage d'en faire un usage autour des tiers-lieux, ou d'en développer un tiers-lieu, va lancer une sorte d'appel à projet en disant on a ce lieu qui est disponible, voilà ses caractéristiques. Nous, au terme de l'enquête des besoins qu'on a fait, eh bien, on envisage tel type d'usage. En tout cas, les besoins sur le territoire sont ceux-là. Et aujourd'hui, on laisse un collectif ou en tout cas un acteur proposer des activités qui répondent à ce cahier des charges et aux contraintes du lieu. Voilà, en gros, c'est ça. Par exemple, il y a plusieurs cafés associatifs, je pense notamment au Guibra, à Saint-Sulpice-la-Forêt, on avait pensé à eux aussi pour intervenir aujourd'hui, qui se sont développés sous cette forme-là. Voilà, et puis le troisième cas de figure sont des projets portés par la collectivité. Donc là, le lieu reste public, le partage reste public. C'est un cas plus minoritaire, mais qui existe. Et effectivement, Maud Bataille, qui est avec nous aujourd'hui, qui est cofondatrice et membre actif de Bretagne Tiers-Lieux, est dans ce cas de figure-là. Mais ce qui n'empêche pas que, mais Maud pourra peut-être le dire à un moment donné, que ces projets sont un peu des ovnis dans leur propre collectivité, dans le cadre d'une gouvernance collective, démocratique, voilà, qui interroge et qui bouscule un peu aussi le fonctionnement de leur collectivité et qui, de fait, se rapproche aussi d'un certain point de vue d'un fonctionnement ou d'une inspiration d'économie sociale. Voilà pour les typologies. Peut-être un mot sur les lieux vie activables par les communes dans tout ça pour adopter une posture facilitatrice. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir, je pense, une posture facilitatrice pour faciliter le développement et l'émergence de tiers-lieux. Donc, c'est une posture par rapport au projet d'écoute pour simplifier les démarches des porteurs de projets, ce qui n'exclut pas le contrôle. Mais ça, c'est vraiment très important, cette notion-là. C'est de dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un cas de portage où très souvent, on va être dans une logique où la collectivité est disposée facilite l'appropriation d'un espace pour un collectif et ensuite va en laisser la gestion, l'animation, la programmation à un collectif citoyen. Et donc là, il y a un vrai enjeu de réussir à lâcher prise, à laisser faire, même si ça n'exclut pas effectivement de cadrer les choses au départ et d'être dans une relation de partenariat et de confiance. Je pense que les témoignages pourront expliciter ça et illustrer cela tout à l'heure. Il y a évidemment l'enjeu du foncier qui est un élément très important pour le développement des tiers-lieux, puisque qui dit tiers-lieu dit lieu à un moment donné, même si on peut commencer par des lieux éphémères, par différentes choses pour commencer à structurer une communauté autour d'un espace. Mais à un moment donné, effectivement, il y aura cet enjeu-là qui peut appartenir à la collectivité ou non. Mais par contre, la collectivité peut être là encore facilitatrice pour faciliter l'accès à ce foncier. Il y a évidemment la mobilisation de l'ingénierie pour soit attribuer des financements, soit aussi, notamment pour les petites communes, pour aider ces porteurs de projets à trouver des financements en tant que soutien local institutionnel. Donc, on peut imaginer des binômes, on l'a vu sur certains projets, des binômes
collectivités, porteurs de projets pour aller convaincre le département, aller convaincre la CAF pour les espaces de vie sociale, aller convaincre la région, etc. Et les autres financeurs. Donc ça, c'est évidemment un élément important. Et puis aussi un rôle important dans la diffusion des infos, dans l'aide logistique, etc. Voilà pour les leviers. Des pistes pour poursuivre la réflexion. Il y a un peu trois choses. Ça dépend un peu du stade dans lequel on est sur le développement du projet, mais il y a d'une part, évidemment, lorsqu'on est en réflexion, en idéation, on dirait dans le milieu de l'entrepreneuriat de l'ESS, la logique de s'inspirer. Et donc, pour ça, on croit beaucoup à la logique de visite apprenante, de tiers-lieux, de partage d'expériences. Et donc là, évidemment, il y a un acteur, en tout cas, il y a un acteur qui est évidemment important pour les élus et les collectivités que vous êtes, c'est Bruded, qui est un réseau qui fédère près une 200aine de collectivités bretonnes et qui partagent des expériences entre élus et entre techniciens sur plein de sujets. Donc, dans ce cadre de visite apprenante, en tout cas, nous, on a un événement, teasing est lancé, qui s'appelle le Festival des tiers-lieux bretons, en tout cas qui sera notamment le 1er juin et le 1er et 2 juillet à Maisonglave, et qui sera notamment une occasion justement de partage d'expériences au sens large entre tiers-lieux, mais aussi entre tiers-lieux et leur écosystème dont les élus et les collectivités font partie. Les inscriptions pour le vendredi 1er viennent de s'ouvrir, et donc justement ce sera à Maisonglave. Donc voilà, pour celles et ceux qui veulent continuer à découvrir le lieu Maisonglave et plus largement une partie de la communauté tiers-lieu bretonne, ce sera une bonne occasion. Et puis il y a d'autres événements auxquels on participe. J'ai en tête par exemple en Ille-et-Vilaine l'événement porté par le département Ce que l'ESS apporte au territoire, qui sera organisé le 20 octobre prochain. Et on imagine un cycle ou une étape de visite apprenante dédiée au tiers-lieu qu'on co-organiserait avec Bruded plutôt en fin d'année. Donc, on reviendra vers ceux que ça intéressera. En tout cas, on communiquera dessus le moment venu. Un deuxième élément qui est s'entraider entre acteurs publics, donc au sein du réseau Bruded, je le citais. Et puis, pourquoi pas intégrer la communauté des acteurs publics en faveur des tiers-lieux, qui s'est réunie une première fois en septembre, et qu'effectivement, on accueillerait en fin d'année en Bretagne. Et enfin, être accompagné, donc ça c'est plutôt pour les phases qui sont plus avancées, vraiment où les projets sont plus développés. Et donc là, il y a effectivement les dispositifs de tag qu'on cherche à articuler avec Bretagne Tiers-Lieux. Voilà, je m'arrête maintenant parce qu'il me semble que nous sommes un peu en retard, mais simplement pour vous dire qu'effectivement, on vous a listé quelques ressources pour les collectivités. Et donc, voilà, évidemment, on vous transmettra la présentation pour que vous puissiez les retrouver. Merci Arnaud, merci Brieux. Il y a une question de Brendan Lefaucheur. Avez-vous identifié les EVS comme des potentiels tiers-lieux? Est-ce que Monsieur Lefaucheur voulait prendre la parole pour nous en dire un petit peu plus? Oui, les EVS, c'est des espaces de vie sociale financés notamment par la CAF, qui sont aussi des lieux un peu mixtes, où des fois il peut y avoir des espaces de travail. Et je ne suis pas sûr en tout cas ceux qu'on a sur notre territoire, ce soit identifié comme des espaces de tiers-lieux, de partage comme ça, et de travail collectif. Et je ne sais pas si vous les avez identifiés au niveau de Bretagne tiers-lieux, ou si eux sont venus vers vous en fait. Je pense que ça peut se recouper un peu. Aujourd'hui, on n'a pas de lien, non, effectivement, pas particulièrement, ni avec les CAF, ni avec Mais de fait, certains acteurs qu'on fédère sont EVS par ailleurs. Je pense par exemple au Parallèle à Redon, qui est un tiers-lieu porté par des collectifs de jeunes. Voilà, ils sont en train d'obtenir cet agrément-là. Donc, de fait, ça se recoupe pour partie. Et comme souvent sur des communautés de ce type, ça se recoupe pour partie. Les EVS, sans doute peut-être tous ne rentrent pas dans les critères et voire même ne se revendiquent pas nécessairement de la notion de tiers-lieu. Et inversement, il y en a effectivement forcément qui, au regard de la diversité de leurs activités, au regard des publics qu'ils touchent, au regard de leur rôle d'animateur de territoire, de fait, sont complètement dans une logique tiers-lieu, et pour certains, s'en revendiquent. Donc effectivement, on a en tête qu'il faut qu'on s'articule avec la CAF. Ça fait partie des nombreux acteurs ou partenaires potentiels du réseau qu'on doit rencontrer pour voir effectivement dans quelle mesure on peut créer des liens avec une partie de leur communauté qui pourrait être intéressée pour rentrer avec nous, et voir aussi potentiellement comment on peut adapter ces dispositifs-là, les dispositifs existants dont celui-là, pour qu'ils soient potentiellement
pour qu'ils puissent bénéficier au tiers-lieu également. Voilà. Merci Arnaud. 2 questions. Une première de Madame Leroux, de savoir où est-ce qu'on trouve la cartographie des tiers-lieux. J'imagine peut-être plus spécifiquement les tiers-lieux en Bretagne. Ok, merci Brieux. Le lien vient d'être mis, c'est ça, directement dans le chat. Donc directement sur le site de Bretagne Tiers-Lieux que vous avez là et vous le retrouverez directement dans le PowerPoint qui vous sera transmis. Une question de Madame Lemoigne. Quels sont les dispositifs financiers mis en place par les EPCI pour soutenir ces lieux? Alors ça, nous, on n'a pas la visibilité là-dessus aujourd'hui. Nous, on est plutôt sur la structuration d'une politique régionale, donc en lien avec la région de Bretagne d'une part. Et puis, très, très vite aussi, on a en tête le lien avec l'État, les départements, en l'occurrence plus précisément le département de l'Yvelines à ce stade, qui se lance dans une politique publique dédiée au tiers-lieu, mais il faudra qu'on aille voir les autres également. Pour les EPCI, aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de développer ce lien, on est encore jeune, mais effectivement, il y a de fait des EPCI qui ont une politique tiers-lieu au regard des espaces fonciers qui sont disponibles chez eux, qui lancent précisément des AMI. Je ne crois pas, en tout cas en Bretagne, à ma connaissance, qu'il y ait de politique publique tiers-lieu en tant que telle. Pour autant, à l'occasion de certains projets, à l'occasion de certains fonciers disponibles, ou à l'occasion de leur politique aussi territoriale, de soutien aux communes, par exemple, de fait, des EPCI, ça c'est sûr, des comités de communes, des agglos, etc., des métropoles, soutiennent les tiers-lieux. Voilà. Pour autant, il n'y a pas encore de politique publique structurée dédiée aux tiers-lieux, affirmée comme telle dans les EPCI, en tout cas, me semble-t-il. Et puis après, on va peut-être aussi pouvoir voir avec les exemples qui vous nous êtes donnés tout à l'heure, quelle relation, quel soutien justement de la collectivité ou de l'EPCI il a été possible de mettre en place dans les exemples de tiers-lieux. Une autre question, peut-être une dernière avant de passer au témoignage. Possédez-vous des exemples d'AMI, en particulier sur les tiers-lieux? Ouais, ça doit se trouver. Alors là-dessus, dans les ressources, 2 choses. On est passé un peu vite, mais dans les ressources, je pense qu'il devait y avoir voilà, Movilab et le forum des tiers-lieux. Donc ça, ce sont des ressources libres que la communauté tiers-lieux utilise et essaye, comme possible, de co-alimenter, documenter. Et donc là, on peut trouver un certain nombre d'éléments, y compris des statuts, y compris des dispositifs. Donc ça peut être une première source. Deuxième ressource là-dessus, c'est Bruden, qui, à mon avis, dans ses membres, a forcément des communes qui se sont partagées des AMI. Et encore une fois, tout à l'heure, je citais par exemple l'exemple du Guibra. Je sais que c'était un AMI, donc il a dû sortir quelque part, donc je pourrais essayer de le retrouver. Voilà. Merci Arnaud. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent sur les conditions de viabilité économique des tiers-lieux. Est-ce qu'il existe une étude en Bretagne? Quelle est la part de financement public dans les budgets de tiers-lieux? Est-ce que vous avez, Brieux, Arnaud, un regard là-dessus? Puis on va prendre ces 2 dernières questions qu'on prend avant de passer donc aux intervenants et aux témoignages avec Gildas et Akira. Alors, je crois que Brieux a cité la question des modèles économiques des tiers-lieux et comment dirais-je, en insistant sur le fait qu'il y avait une grande diversité de modèles, notamment parce qu'il y a des activités qui sont rentables et d'autres un peu moins. Et donc voilà, on est sur des lieux qui peuvent être à la fois des activités en fait qui peuvent être très autonomes économiquement. Je pense aux activités de coworking, de restauration, d'hébergement, voilà, vous verrez tout à l'heure avec Maison Glace par exemple, et d'autres qui le sont un peu moins, notamment les activités sociales, solidaires, etc. Donc voilà, donc du coup il y a cette notion-là, mais en tout cas au niveau du panorama national, je crois qu'on est sur un modèle éco où il y a environ une moitié de subventions publiques, un tiers de recettes autonomes et le reste de mécénat, etc. Voilà, Ouais. mais avec surtout une grande diversité, C'est ça. une très très grande diversité selon le type de projet, quoi. Mais c'est très compliqué de répondre à ces questions-là justement par cette diversité, mais je pense que ça vaut le coup de repartir des exemples pour voir justement cette diversité, comment est-ce que les modèles économiques se construisent par rapport au projet concrètement, quoi. Et merci Brieux Arnaud, ce qui nous fait du coup le lien avec nos 2 intervenants. On va démarrer du coup avec Gildas. Est-ce que Gildas, tu peux activer peut-être ta caméra et ton micro pour voir si tout fonctionne bien?
Oui, bonjour. Bienvenue Gildas. Je vais te laisser te présenter et puis je vais donc pouvoir dérouler les slides que tu as pu m'envoyer. D'accord, bah, je crois que la vidéo ne marche pas. Pourtant, j'essaye de l'activer. Bon, bah, tant pis. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Gildas Le Floch. Je suis membre donc, de l'association collégiale Bistrolab et donc qui a porté ce que l'on a nommé un projet citoyen. Alors, oui, bah, donc, je vous propose qu'on fasse un petit historique à travers le collectif, le projet, les réalisations, et puis également à travers le mode de gouvernance en fait, de l'association collégiale. Donc, le collectif. Donc, tout naturellement, en fait, un projet comme celui-ci ne peut pas se dérouler, ne peut pas se mettre en place sans l'accompagnement, sans de nombreux accompagnements, et notamment aussi des collectivités territoriales, puisqu'il s'agit évidemment d'un projet de revitalisation du centre-bourg de Couëme, qui est un village de 1500 habitants, qui a une commune aussi qui est adjacente de 300 habitants environ. Donc, les infrastructures de la commune fonctionnent pour à peu près 1800 habitants. Lorsque nous avons voulu travailler sur ce projet de café associatif, nous avons effectué une enquête auprès de la population et cette enquête a clairement stipulé qu'il y avait un fort besoin d'un lieu qui finalement est devenu un tiers-lieu, mais d'un lieu qui propose autre chose qu'un simple débit de boisson, puisque en 2016, le dernier bar tabac en fait, de la commune a fermé. Et donc, suite à cette enquête, on a décidé donc, de mettre en place différentes offres sociales, culturelles, éducatives et solidaires à travers donc, différentes activités qu'on verra tout à l'heure. On a eu la possibilité d'obtenir donc de nombreux financements privés, mais aussi d'organismes sociaux pour toutes les activités qu'on a mis en place. On bénéficie également donc, de soutien culturel notamment. Et on a été accompagné par Bruded, qui a été évoqué tout à l'heure, mais aussi par le pôle ESS et puis le réseau rural. Notamment à travers le réseau rural, notamment à travers donc, des appels à projets sur lesquels on a obtenu des financements de la part de la région. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce plan? Ah oui, alors sinon, très important par rapport au réseau et puis aux personnes du collectif, c'est que le collectif donc Bistrolab s'est constitué avec des personnes qui étaient déjà très présentes sur le secteur, que ce soit à travers des activités culturelles, des activités sociales, associations de parents d'élèves, les aînés. Donc voilà, le collectif s'est constitué de personnes qui étaient déjà très implantées sur le territoire du fait de leurs activités. Et donc avec cette volonté de proposer une offre socio-culturelle très conséquente et dont ils avaient déjà la possibilité de mettre, mais sur des lieux séparés. Donc, je pense que ce point-là a été aussi très important pour qu'on puisse obtenir très, très rapidement le soutien des collectivités qui forcément donc, avaient confiance dans ce collectif. Alors, donc, oui, j'ai mis quelques dates. Donc, 2017, la création du collectif avec la recherche de financement. 2018, la recherche de lieux, puisque l'ancien bar était fermé, mais bon, il ne s'y prêtait pas vraiment. C'est une des raisons pour laquelle il a fermé, sans doute aussi, en termes de mise aux normes. Alors, pendant ce temps-là, en 2018, pendant qu'on a recherché le lieu, on a mis en place ce qu'on appelait le bistrot mobile, version itinérante du projet, pour aller donc à la rencontre de la population. On a mis en place également donc, des activités autour du jardin partagé et de la cabane à dos. Donc très nettement, il y avait cette volonté très forte de la part du collectif
de vouloir déjà structurer le projet avant même, avant même d'avoir les locaux. Alors en 2018, on a obtenu des financements. C'est ce qui nous a permis effectivement de pouvoir commencer à mettre en place toutes ces activités-là. En 2019, donc, il y a eu l'achat du lieu, la mise en place de plusieurs activités, dont les ateliers numériques, donc, qui étaient également hors les murs. 2020, début des travaux de rénovation et maintien, malgré tout, de quelques activités qui étaient adaptées donc, à la crise sanitaire. Donc, les travaux ont forcément pris du retard. 2021, donc, mise en place d'une formation, donc une formation J'apprends à tenir bistrot, que j'évoquerai tout à l'heure un peu plus en profondeur, de chantiers participatifs et d'événements socioculturels en extérieur, puisque le lieu n'était pas encore tout à fait adapté pour recevoir du public. Et puis donc 2022, donc depuis le 19 mars, donc ouverture du bistrot et mise en place d'une programmation mensuelle. Je fais un focus sur une des commissions du Bistro Lab. Il y en a 14, j'en parlerai aussi à la fin dans le mode de gouvernance. Mais une des commissions qui s'est constituée d'elle-même au sein du bistrot, qui est la commission donc, des consommateurs, des jeunes de 15-25 ans. Et ça illustre effectivement la nécessité de travailler en réseau, puisque Bistro Lab, sur un travail d'expérimentation initié par Rechauffer Communauté, s'est positionné, dans un de ses travaux, s'est positionné sur le fait de travailler autour de la notion de lieu informel de rencontre des jeunes. Et très naturellement, donc, des jeunes qu'on ne côtoyait pas forcément, se sont positionnés pour travailler sur cette expérimentation. Et donc, en découvrant les possibilités qu'offrait le futur lieu Bistro Lab, parce qu'à l'époque, il n'existait pas encore, donc, en fait, se sont organisés pour créer une commission gérée par les jeunes et qui met en place de nombreuses activités. Et notamment, d'ailleurs, parmi ces activités, le projet TELA, que vous connaissez certainement. Donc, à travers donc, les réalisations, je voulais surtout aborder une particularité du projet. Puisque c'est le Centre communal d'action sociale qui est donc propriétaire des bâtiments, donc qui a acheté des bâtiments et qui a effectué tous les travaux donc impliquant la sécurisation des lieux. Donc il y a, on pourrait dire, deux sortes de financement. Il y a le financement donc attribué au CCAS et les financements attribués à l'association Bistro Lab, qui elle a apporté donc des travaux d'aménagement et d'embellissement des lieux. Donc voilà, donc il y a effectivement ces deux axes très importants. Donc Bistro Lab est locataire du lieu, donc à travers un bail en fait de location-gérance. Les embauches, donc Bistro Lab a pu effectuer donc plusieurs embauches, notamment avant l'ouverture, avec un financement du département pour un poste de chargé de développement de projets culturels, qui nous a quand même bien facilité la tâche pour pouvoir vraiment structurer un tel projet finalement en si peu de temps. Et puis également donc, un CDD en temps partiel pour les ateliers numériques, puisqu'effectivement on a obtenu des financements de la part de la CARSAT notamment pour 2021 et puis de la Fondation AFNIC pour 2022. Et puis deux CDI, donc de temps partiel, qui viennent forcément de commencer pour le service bar petite restauration. Donc ces CDI doivent s'auto-financer avec l'activité économique, bien évidemment. Et donc finalement, à travers cette volonté, tout d'abord, de former les bénévoles à tenir un bistrot, nous avons mis... Alors oui, je vois une question. Votre association a-t-elle eu des financements pour l'aménagement et l'embellissement? Oui. Oui. Alors, lesquels? Alors,
en fait, essentiellement autour d'appel à projet. Il y en a un donc j'ai à peine évoqué tout à l'heure, concernant donc Ruralidé. Puisqu'on a obtenu donc un financement pour pouvoir mettre en place donc des activités jeunesse pour la commission des consommateurs. Et donc, une partie concernait l'achat de matériel, la réalisation d'activités à proprement parler, mais également de restauration pour qu'ils puissent aménager à travers les chantiers participatifs une pièce, la pièce du haut qu'il aurait consacrée essentiellement, quoi. Donc, il y a eu ça. Et puis également, à travers la Fondation Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, où sur 3 années, on a obtenu près de 15 000 €. Donc voilà. Et puis, il y a eu aussi une partie du Fonds de développement de la vie associative, FDVA 2, qui était destiné alors forcément aux activités socioculturelles, mais aussi donc à l'achat de matériel. Merci pour votre question. On va prendre de toute manière toutes les questions à la fin des 2 interventions, si cela vous va, afin de laisser aussi Akira ensuite présenter son témoignage. Je te laisse poursuivre, Gildas, du coup. Oui, merci. Alors du coup, par rapport à la formation, c'est juste le slide, j'avais pas fini. Par rapport à la formation, en fait, j'apprends à tenir un bistrot. On avait la volonté donc effectivement de pouvoir proposer une formation à tous les bénévoles de l'association. Et finalement, en organisant et en mettant en place cette formation, on a réalisé qu'on avait donc des accompagnants sur cette formation qui pouvaient nous apporter beaucoup plus et qui pouvaient vraiment proposer donc une formation qu'on a appelée sur mesure pour les cafés collectifs et qui est un vrai succès puisqu'on organise là la 4e session. Et donc elle accueille pour moitié des futurs bénévoles ou en tout cas des personnes du secteur et pour moitié des personnes qui viennent de toute l'Ille-et-Vilaine. Donc cette formation est un vrai succès, elle est gratuite, elle est proposée gratuitement et elle est financée par le FDVA 1 de la région. Alors, le dernier point donc, que j'avais évoqué, c'est le mode de gouvernance, en fait. On a voulu l'association Bistrolab donc de manière collégiale, fonctionnant sur un principe horizontal et non pas vertical. Donc, il n'y a pas de président, il n'y a pas de bureau. Ce qui pourrait faire office de bureau, c'est ce qu'on a appelé le conseil collégial, mais volontairement, on a voulu qu'il fonctionne comme une commission comme les autres, avec des thématiques bien spécifiques, évidemment. Mais voilà, donc en fait, on a mis en place donc 14 commissions aujourd'hui, donc finances, cabanadon, consommateurs, les jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, communication, travaux. Alors, animation, elle regroupe plusieurs groupes de travail à travers toutes les activités socioculturelles, que ce soit le spectacle vivant, les ateliers numériques, etc. etc. Et puis, il y a une commission aussi qui a son importance, c'est qu'on a appelé la commission, enfin, elles sont toutes importantes, mais elle a une particularité, cette commission de cohérence, c'est qu'elle ne produit rien. Elle a pour mission d'étudier tous les comptes rendus des autres commissions afin de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit entre tel ou tel projet, entre telle ou telle conception. Voilà, donc les commissions, elles sont donc souveraines dans leurs décisions et donc elles s'organisent donc en toute autonomie, bien évidemment dans le respect du règlement intérieur, de la charte et puis des budgets qui sont alloués. Mais en fait, on pourrait considérer que chaque commission fonctionne un petit peu comme une petite association au sein donc de ce collectif Bistrolab. Merci Gildas
pour cette présentation. Et puis, je pense que ça va nous permettre aussi de voir un autre fonctionnement avec l'intervention d'Akira. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions à les noter dans le chat, je vais les prendre. Et puis, du coup, ça nous permettra d'avoir un temps d'échange un petit peu plus conséquent à la fin des 2 interventions. Soit vous pouvez garder donc vos questions pour la fin des 2 interventions, soit n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Je capitaliserai tout ça et puis ça me permettra donc de poser les questions aux intervenants après. Merci Gildas. Akira, je vais pouvoir te laisser la main pour la présentation de Maison Glace, si tu le veux bien. Oui, merci. De toute façon, en matière de présentation, moi, j'ai fait un choix drastique qui était de ne pas faire de PowerPoint. Je pense que la seule chose que, à la limite, vous pouvez aller voir derrière vos écrans, c'est peut-être une carte de Gavre et de la rade de l'Orient pour situer un peu ce que c'est ce territoire. Parce que c'est important dans la structuration, le montage et aussi la dynamique projet que l'on anime à Maison Glace. Donc, Maison Glace, c'est un projet qui se situe dans la même temporalité d'ailleurs que Bistro Lab, puisque ça a commencé en 2019 sous forme de préfiguration associative et ouvert au public il y a tout pile 2 ans, donc en mai 2020, juste à la sortie du premier confinement. Voilà. Alors, Maison Glace, c'est quoi? C'est donc un tiers-lieu qui est porté par 2 sujets. La question de la revitalisation en territoire littoral et territoire rural isolé. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en vérité, sur les franges ultra-littorales comme la nôtre, on est en proie à des dynamiques de déprise que ne connaissent plus le Centre-Bretagne aujourd'hui, qui est beaucoup plus dynamique et qui accueille plein de jeunes. Par contre, sur les franges littorales, il n'y a plus de foncier. Et qui dit plus de foncier, et le foncier qui reste, c'est très cher. Et donc là, les jeunes s'en vont. Et à Gavre, ils sont partis depuis pas mal de temps avec la déprise de l'armée. Et donc aujourd'hui, Gavre, c'est la plus petite commune littorale du Morbihan, 690 habitants à l'année, et 60% de la population qui a plus de 60 ans. C'est donc il y a un enjeu ici. On est une trentaine d'élèves à l'école sur 2 classes. Et c'est toujours une école qui se bat pour sa survie. Par ailleurs, l'autre enjeu, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de regarder la carte de Gavre, c'est que c'est un territoire qui va vivre d'importantes reconfigurations territoriales du fait des effets du dérèglement du climat. C'est un territoire qui vit une très forte érosion de son trait de côte. Et notamment, un des enjeux sera que deviendra l'accès à Gavre avec 50 cm d'élévation des océans, sachant qu'une partie de notre territoire est déjà submersible puisqu'il a été construit sur des zones inondables. Donc, on a un enjeu aujourd'hui qui est un véritable enjeu d'adaptation. Comment dire voilà, merci. Et donc, dans ce cadre-là, c'est aussi une invitation à penser, agir d'urgence climat et de se dire que ce n'est pas ni en 2050 ni à 30 000 km de chez nous, mais que c'est ici et maintenant. Et ces 2 sujets-là sont vraiment à l'origine du projet. Alors, tout à l'heure, dans les diapos d'Arnaud, il y avait les types de portage. En fait, nous, on est un projet pour lequel il y a une collectivité qui est détentrice du foncier et qui cherchait des porteurs de projet. C'est la mairie de Gavre, qui a récupéré un ancien centre de vacances de l'armée. Il l'a préempté, plus exactement. Et c'est la rencontre entre cette dynamique-là qui visait plutôt à chercher de la revitalisation pour le territoire, remettre un jeton dans une commune pour ramener des actifs, remettre des jeunes à l'école, relancer de l'activité économique et artisanale. Et puis, de l'autre, l'envie d'un petit groupe de gens dont je faisais partie, qui était de réfléchir à d'autres récits, construire des choses constructives et rigolotes autour de la question climat et de la transition écologique. Et c'est à l'intersection des deux que s'est créé Maison Glace. Voilà. Donc, à Maison Glace, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un
sur cette ancienne friche militaire qui fait 1,5 hectare et qui est, vous voyez le fort de Port-Punce là sur la carte, mais on est là. On est vraiment à l'entrée de la rade et 1,5 hectare de terrain militaire depuis 300 ans en bord de mer qui avait été abandonné depuis 10 ans, donc dans un état catastrophique, et 700 mètres carrés de bâtiments dessus. Et sur la base de ce bâtiment-là, on a construit un projet qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est travailler autrement. Donc là, c'est travailler sur la transition professionnelle, hein, ramener de l'activité économique, des actifs, des indépendants. C'est aussi accueillir des séminaires, des stages. En ce moment, par exemple, on accueille Film en Bretagne sur une formation à tourner et monter un film. C'est également être centre de formation nous-mêmes. On a une activité de centre de formation pour porteurs de projets de tiers-lieux et de plus en plus sur les questions de contenu de résilience climat des territoires. Et une dernière brique dans cette activité-là qui est le fait d'être entreprise d'insertion. L'entreprise gestionnaire, et je reviendrai dessus, mais dans le montage, l'entreprise gestionnaire est devenue entreprise d'insertion. Et l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ces lieux où on travaille, les espaces de coworking, soient pas des lieux qui reproduisent des entre-soi d'indépendants et de gens qui sont en capacité de faire du télétravail, mais qui puissent aussi agir sur la transition professionnelle des plus vulnérables. Donc ça, c'est tout un premier axe de travail, travailler autrement. Le deuxième axe de travail, c'est explorer le monde qui vient, au climat changé, au pétrole renchéri aussi. Question de mobilité à Gavre, ce n'est pas forcément évident. Et donc là, c'est toute notre série d'animations, d'ateliers, d'événements, de sensibilisation, de pédagogie par le faire aussi, sur d'autres manières d'habiter notre territoire, de vivre, de consommer, etc. Et notre programmation éco-culturelle associée, puisqu'en fait, ces questions-là, pour pouvoir attirer du monde, il faut aussi pouvoir y mettre beaucoup de convivialité. Le troisième axe, c'est autour de l'agroécologie et de la construction d'un paysage, la gestion adaptative du paysage, plus exactement. Donc, comment est-ce on va dire, en remettant ça dans un vocabulaire peut-être plus classique, c'est de la gestion des espaces verts, qui est un mot qu'on n'utilise pas parce que la nature n'est pas notre décor. Donc on n'est pas dans l'espace vert là, on est dans la gestion d'un espace naturel et on va aller chercher des itinéraires d'adaptation de ce couvert végétal, de regarder la dynamique de reprise sur cette friche-là et de voir comment on travaille sur la résilience à la sécheresse, à l'adaptation au cycle de l'eau, travailler sur la biodiversité, etc. C'est un gros axe de travail et c'est aussi des supports d'insertion par l'activité professionnelle. Voilà. Et puis, dernier axe de travail, et qui là pour le coup est le cœur de notre modèle économique, c'est le brassage de public. Ici, on a un café qui a une licence 3. On a donc cette programmation événementielle. On a un gîte d'étape qui accueille 12 personnes sur 6 chambres doubles. On a des tiny houses, de l'hébergement insolite, 14 hôteliers. L'été, on accueille aussi des tipis et des colonies de vacances et des groupes en plein air. Donc ça, plus l'activité événementielle, soit que nous on organise ou soit qui est organisée par les gens qui louent nos espaces. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui sur une activité qui, la première année, c'était une année Covid et c'était notre année d'ouverture, on a fait 1500 entrées. L'année dernière, on en a fait 12 000. Et je ne sais pas trop ce que ça va donner cette année, mais c'est plutôt bien parti encore. Voilà, donc ça c'est la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, avec 3 acteurs. La mairie de Gavre, qui a mis à disposition le foncier, à qui on loue, via une convention d'autorisation d'occupation du domaine public, une AOT qui dure jusqu'en 2030. La mairie là-dessus a fait les travaux du propriétaire. Donc, ils ont travaillé sur les fuites d'eau, en gros le clos, le couvert, les ouvrants. Donc, tout ce qui permettait à ce bâtiment d'être viable de recevoir du public, sachant qu'on était déjà dans un établissement recevant du public
qui était à peu près aux normes. Donc, on avait cette chance-là. Le problème, c'est que ce n'était pas chauffé et que c'était il y avait quand même des traces de squat, donc il y avait des choses à faire. Là-dessus, la mairie, suite à la préemption, a pu mobiliser 200 000 € de travaux de rénovation, dont d'ailleurs, sur ces 200 000 €, il y a eu le fonds d'intervention communautaire de Lorient Agglomération, dont on fait partie, qui répond peut-être à une des questions, est-ce qu'il y a des financements par les EPCI? Ici, il n'y en a pas, à Lorient Agglo, pas de financement dédié au tiers-lieu. En revanche, il y a eu une intervention indirecte de Lorient Agglomération via la commune de Gavre sur le fonds d'intervention communautaire et positionnée sur la rénovation du foncier. La mairie, après, on a signé une convention d'occupation avec la mairie. On paye un loyer qui est un loyer qui est celui que la mairie fait. La mairie a une politique en fait de récupération des vieilles friches militaires pour y poser des artisans dedans. Donc on a tous le même loyer qui pour nous représente 12 000 € par an, un peu plus 12 500 € par an. Et voilà. Et alors après, et avec un cahier des charges qui était assez souple et qui était de dire, nous, ce qu'on veut, c'est que vous accueilliez la vie associative locale et la vie festive locale. Parce qu'ils avaient fait une réunion publique au moment de la préemption et dans laquelle il y avait énormément de monde à cette réunion publique. Et ce qui était sorti de là, c'était on veut faire la fête à cet endroit. Et se réapproprier ce lieu qui était interdit d'accès pendant des décennies, voire même une centaine d'années. Et récupérer ce lieu pour y faire la fête. Donc ça, c'était une première chose. Il y avait le fait de maintenir la vocation d'accueil de colonies de vacances de plein air. Le troisième axe, c'était surtout ne pas faire concurrence aux autres commerces du village. Donc faites ce que vous voulez, mais pas ça. Et puis il y avait un autre truc dans le cahier des charges et qui a été un long point de discussion. Et si jamais un jour les élus ou le maire visionnent cette visio, ils en rigoleront, mais ils souriront. Il y a la question de la gestion justement des espaces verts et la tonte, qui a été un important sujet de discussion et de négociation avec la mairie. Voilà, donc la mairie, acteur, mais une fois que la mairie a lancé le projet, leur rôle après a été un rôle plutôt de confiance, faire confiance et laisser la chose se faire. Et c'est ça qui était vraiment chouette et qui permet en fait au tiers-lieu de vivre. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que nous, c'est pas un projet qui est porté par la collectivité en soi. La collectivité a été facilitante. Elle nous aide elle écrit des lettres de soutien, elle nous file des coups de pouce ici et là. Pour l'année Covid, ils ont accepté de nous annuler notre redevance, ce qui était vraiment très sympa de leur part, quoi. Donc voilà. Mais après, la mairie ne souhaite pas intervenir dans la gouvernance du lieu, par exemple. Voilà. Décide pas grand-chose pour nous. On a juste une gestion après au quotidien sur la gestion des fluides, la répartition des factures, et on fait un point de gestion annuellement. Les acteurs de gestion du lieu, c'est l'entreprise de gestion qui est conventionnée avec la mairie pour l'autorisation d'occupation et qui, elle, est en charge de tout ce qui est de tout ce qui est rigidifiant, en fait, quoi. Donc, c'est toutes les différentes licences, les autorisations, c'est les prêts, parce que pour le montage financier, autant la mairie a payé sa partie de la rénovation, autant côté porteur de projet, il n'y a pas eu de subvention au démarrage. Nous, on s'est lancé uniquement sur l'obtention de prêts bancaires. On a été incubé au TAC 56. On avait un modèle économique qu'on a pensé au départ, autonome et indépendant. Et donc, on a lancé une levée de fonds extrêmement classique auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Et on a obtenu des financements comme ça. Et notre investissement à nous, c'était 280 000 € à peu près, avec un montage où on avait du prêt, du crédit et puis du crédit bail également, une petite innovation financière pour le CMB sur le type de projet qu'on était. Ça n'a pas été simple avec les banques, mais c'était un exercice intéressant
d'acculturation aux dynamiques de l'économie sociale et solidaire. Et c'était assez chouette. Voilà, donc l'entreprise aujourd'hui, c'est celle qui c'est devenu le premier employeur privé de Gavre à l'année. On a 9 salariés, plus 2 stagiaires en ce moment. Et sur ces 9 salariés, on en a 4 qui sont en contrat d'insertion. Voilà. Et puis, le troisième acteur du projet, c'est l'association CARES, qui était en fait l'association de préfiguration du lieu et qui a un rôle aujourd'hui. C'est une association qui fait 90 membres et qui a un vrai rôle de vie de quartier, d'animation, de programmation culturelle. C'est vraiment l'âme du lieu. C'est chouette, quoi. C'est ce qui ramène beaucoup de vie et qui ramène aussi plein d'idées de projets, de partenariats dans les activités de Maison Glace. Voilà. Que vous dire? Est-ce que je voulais répondre en même temps aux questions qui avaient été apparues sur notamment la part des financements publics dans l'activité. Alors, je crois qu'il n'y a vraiment pas du tout de modèle, et Arnaud le disait, hein, il n'y a pas de modèle tout fait sur les tiers-lieux. On ne peut pas sortir de ratio comme ça, et ça va être vraiment au cas par cas. Nous, aujourd'hui, après une première année où on a été vraiment totalement solo, puisqu'on n'avait pas de subvention au démarrage, à part, on a eu 7 500 € d'aide au démarrage des commerces, qui est une aide de l'agglomération. Et suite à ça, et que tout boulanger ou artisan peut obtenir aussi sur le territoire de Lorient Agglo. Et voilà. Et par contre, la première année, en fait, c'était en plus l'année Covid, on s'en est sorti tout seul, parce qu'on n'avait donc pas de subvention de démarrage, et puis on n'a pas eu non plus les aides qui étaient consenties pour le fonds de solidarité, parce qu'on n'avait pas d'historique de départ, de chiffre d'affaires de référence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vécu sur notre trésorerie, et notamment sur l'activité résiduelle, puisque du coup, on a ouvert en tant que café à emporter, et on faisait tout un tas de choses. On a fait tout ce que nous permettait de faire sous le régime de restrictions sanitaires, mais beaucoup d'activités au jardin, d'activités en extérieur, et puis maintenir la vente de café emporté, et un peu d'hébergement. Ça nous a permis de passer les 2 premiers confinements. Et puis, au seuil du 3e confinement, on a été labellisé Fabrique de territoire par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Une fabrique de territoire, c'est un financement qui permet de soutenir les lieux ressources pour la communauté de tiers-lieux et pour le mouvement tiers-lieux. On a présenté un projet à la fois tourné sur la formation des porteurs de projets de tiers-lieux, notamment ceux qui intègrent une dimension d'accueil touristique, et une autre chose qui est tout un tas de contenu autour de la résilience climat des territoires, voilà, et du pistage aussi, l'intégration du pilotage climat et biodiversité dans la vie des entreprises. Ça, c'est notre projet Fabrique, et c'est un financement aussi qui nous permet de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Et l'autre chose, c'est on a également été lauréat Inclusion et Ruralité, qui est un appel à projet porté par le ministère du Travail et la MSA pour soutenir l'émergence de projets d'insertion par l'activité économique en territoire rural isolé. Ça, c'est un appui financier et méthodologique pour appuyer la transformation de l'entreprise en structure inclusive. Voilà. Au final, sur la part des financements publics dans nos revenus, on est sur 1/5 à 1/4 de financement public, et tout le reste, c'est le chiffre d'affaires qu'on réalise. Chiffre d'affaires qui est sous-tendu par principalement le café, l'hébergement et les privatisations de salles. Les espaces de coworking en milieu rural, isolés comme le nôtre, c'est une activité d'animation territoriale qui représente peut-être, je ne sais pas, 0,5% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est très, très sympa, très, très actif, mais qui participe de nos missions. Et c'est pour ça qu'on y tient à fond et qu'on continue de le faire.
et ça ne bougera pas. En revanche, c'est vraiment pas du tout, ça ne peut pas être le cœur du modèle économique. Donc, vous voyez, les questions de modèle économique, c'est sur chaque territoire en fonction des besoins, en fonction des dynamiques qui sont là. Et ben que ça doit se réfléchir et se penser. Voilà. Merci Akira pour cette intervention. Ce qui permet de bien compléter avec l'intervention de Gilda, c'est de voir justement un petit peu les différentes modes. Pardon. Deux petits messages pour finir sur notre retour d'expérience à nous. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a un exemple d'AMI qui est très intéressant, très structuré, donc très intéressant, et qui peut-être est disponible encore en ligne. C'est l'AMI pour les ateliers Jean Moulin qui avait été passé par le Conseil régional de Bretagne et qui était extrêmement détaillé dans tous ces documents. Pour moi, c'est un modèle du genre en matière de répartition des compétences et des tâches entre la collectivité. Je referme ça. En tout cas, je voulais dire, et moi, il y a 3 messages que j'aimerais vous faire passer, et notamment parce que je m'adresse ici à un public de collectivité. La première, c'est qu'un tiers-lieu, ce n'est pas un équipement. C'est ce que disait Arnaud en démarrage de sa présentation. Tiers-lieu, c'est un processus, c'est une dynamique collective, et que ça nécessite de la part des pouvoirs publics une véritable, de trouver une posture qui n'est pas forcément évidente, mais qui est à la fois de faciliter et en même temps de lâcher prise, et de se dire, c'est parce qu'on va faire confiance qu'il va se passer des choses dans le collectif associatif, dans les gestionnaires, etc. Et qu'à trop vouloir cadrer dès le départ, et la méthodologie, et tout ce qui va s'y passer, en fait, on va aussi tuer dans l'œuf une dynamique qui est plutôt une dynamique ouverte et créative. Donc la première chose, c'est ça, c'est que vraiment, un tiers-lieu, ce n'est pas un équipement, et ce n'est pas la même chose que de lancer une médiathèque. Par ailleurs, et c'est un peu le corollaire, c'est on ne naît pas tiers-lieu, on le devient. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre nécessairement du temps. Et c'est là aussi où il faut faire confiance aux porteurs de projets. Faire confiance dans leur capacité à créer du collectif, pas vouloir trop s'y mettre et intervenir. On peut intervenir en facilitant, en relayant de la com, etc. Mais, entre guillemets, plus vous mettrez le nez dedans, et plus vous serez visible. C'est là où c'est compliqué, parce qu'en plus, quand ça devient visible, on a envie d'en être, mais plus vous mettrez le nez dedans, plus ça peut aussi être compliqué pour créer du collectif. Parce que, et ça c'est le 3e aspect de ce message-là, c'est que dans tiers-lieu, on dit souvent le tiers-lieu, c'est ni le travail, ni chez soi. Et moi, je dis aussi qu'un tiers-lieu, par son approche, par la dynamique collective que ça crée, c'est aussi ni public ni privé. C'est un entre-deux. Et c'est aussi un espace de création de pouvoir d'agir, un espace d'intermédiation aussi. Et c'est là où, s'il y a trop de public dedans, en tout cas, moi, c'est mon ressenti personnel, s'il y a trop de public dedans, on n'aurait pas la même dynamique associative parce qu'on serait vu comme les pantins de la mairie, ceux qui en fait, appliquent la politique municipale, etc. Là où les gens ont envie plutôt de se dire, non, moi j'ai envie de faire un espace où je peux proposer des choses, faire sans que je sois perpétuellement en lien avec la mairie. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus se dire qu'on est indépendant complètement parce que de fait, on a des liens très forts avec la municipalité et que on est aussi en application d'un certain nombre de politiques publiques qui sont portées par la municipalité. Donc, c'est toujours cette espèce d'entre-deux, cette espèce d'hybridation dans laquelle il se crée des choses à partir du moment où il y a un climat de confiance et un climat en fait de lâcher prise et de confiance dans ce qui va se passer, de l'intelligence collective des membres du tiers-lieu. Voilà, j'ai dit ce que je voulais faire passer. Merci Akira. Il est 11h-2. Ce que je vous propose, comme on avait pris un tout petit peu de retard au début, c'est qu'on prenne quand même 1 ou 2 questions des participants, s'il y en a sur les 2 interventions que nous venons d'avoir. Et puis, on va tenter de terminer aux alentours de 11h05 pour ne pas prendre trop de retard, parce que je sais que certaines enchaînent avec d'autres visios ou d'autres réunions. Est-ce qu'il y a éventuellement donc 1 ou 2 questions des participants? Je vois que personne ne lève la main. Après, c'est vrai que du coup, Akira et Julias, vous avez répondu, je pense, à certaines des questions qui ont été aussi posées tout au long du webinaire. Donc, si certains et certaines souhaitent poser une dernière question, n'hésitez pas, c'est le moment.
Je regarde en même temps, mais c'est que ça devait être complètement clair et limpide puisque il n'y a pas de questions complémentaires pour le moment. Merci en tout cas à Kira, merci Gildas pour ces deux présentations qui sont plutôt bien complémentaires. Vous retrouvez dans tous les cas sur Internet, sur les deux sites, les présentations encore plus complètes, enfin voilà, avec encore des informations différentes sur leur site Internet. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Dans tous les cas, les PowerPoint vous seront diffusés, donc vous aurez également la possibilité d'aller voir, enfin voilà, d'avoir encore quelques informations complémentaires. En attendant, avant de clôturer, je vais vous présenter donc quelques ressources. Si jamais vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre du coup quelques questions dans le chat. Brieux regardera ça et pourra tout à fait les relayer les temps que je vous présente. Donc quelques petites ressources pour compléter un petit peu tout ce qui a pu être dit. Comme vous le savez, la CRES donc, travaille donc pour proposer des webinaires, mais également des ressources pour les collectivités. Donc, vous avez plusieurs publications qui existent sur lesquelles vous pouvez tout à fait vous appuyer. Certaines que vous connaissez déjà peut-être, notamment une publication qui s'appelle « Ce que l'ESS apporte au territoire » avec 100 innovations et acteurs ressources en Bretagne qui sont catégorisés par des grandes thématiques. Voilà, c'est la publication là que vous voyez en jaune tout à gauche donc, de la slide. C'est un document que vous retrouvez facilement disponible en ligne, mais que vous pouvez aussi, qu'on a là réimprimé. Donc, on a quelques exemplaires papier et qui est en général plutôt très apprécié des collectivités puisque ça présente de manière assez concrète des projets, des innovations donc directement sur les territoires, et on a essayé d'avoir un petit peu ce maillage territorial pour avoir des actions dans chacun des départements. Et puis voilà, d'autres ressources, notamment les data ESS qui sont assez connues, qui sont issues de l'Observatoire régional de l'ESS, sur lesquels un de nos collègues travaille, et donc voilà, qui sont mises à jour de manière régulière. Enfin, voilà, vous pouvez du coup retrouver les dernières data ESS sur notre site internet. Vous avez donc le lien qui est juste là. Si vous êtes intéressé sur les actualités plutôt sur l'économie circulaire, sociale et solidaire, il y a une circule-lettre, une newsletter qui est éditée une fois par trimestre. Donc voilà, vous pouvez, quand je vous enverrai le PowerPoint, vous pourrez très facilement vous inscrire si ça vous intéresse. Et du coup, vous rappelez qu'il existe plusieurs webinaires. Donc, ce webinaire a été le numéro 3 d'un cycle de webinaires. Donc, comme je le disais en introduction, qui a été co-construit avec le CNFPT et le RTES. Le compte-rendu et les replays seront à retrouver sur un même lien que vous retrouvez ici. Et puis, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a des circulaires qui sont organisés par nos collègues de l'économie circulaire à la CRES, qui sont organisés plusieurs dans l'année sur des formats vraiment très courts d'1 heure. Le prochain aura lieu donc le 7 juin sur le thème des recycleries, comment on structure les partenariats entre collectivités et ressourceries recycleries en Bretagne. Je vous ai mis le lien d'inscription, mais on va pouvoir aussi, pourquoi pas, vous le remettre dans le chat. Et puis voilà, n'hésitez pas à regarder aussi sur notre site internet, puisque voilà, il y a des événements qui peuvent être organisés tout au long de l'année dans le cadre soit des circulaires, des partenariats qu'on peut avoir donc, avec le CNFPT RTES ou d'autres partenaires. Est-ce qu'en attendant, il y a eu du coup des questions? Non, parce que je vois Brieux qui fait non, donc pas spécifiquement. Je vais vous envoyer tout de suite un petit sondage directement. Ça va être une petite fenêtre pop-up qui va apparaître sous vos yeux. Je lance donc du coup le petit questionnaire pour lequel vous allez pouvoir compléter tout ça. Ça va prendre vraiment quelques petites secondes. En tout cas, merci à nos intervenants, intervenantes qui ont pu bien présenter, on l'espère en tout cas, ce qu'était un tiers-lieu, comment on peut co-construire ça entre collectivités et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous laisse donc prendre le temps de compléter tout ça. Et puis, en attendant que chacun complète, je vais donc terminer l'enregistrement et vous pouvez tout à fait rester en attendant.